Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Je suis aujourd'hui à Kitilano à Vancouver, dans la superbe maison d'Isolde Friolet. Et je vais laisser Isolde se présenter comme elle a fait tellement de choses. Isolde, pouvez-vous nous dire un peu quel a été votre rôle dans la francophonie d'ici? On me connaît surtout parce que j'ai été la directrice de la Fédération pendant 20 ans. Alors, je suis arrivée à la Fédération en 1989 et j'ai quitté le poste de direction en 2007, mais j'ai quand même continué mon travail au sein de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique en travaillant au niveau des relations intergouvernementales et avec l'appareil fédéral et provincial, faire le lien, la liaison avec les différentes associations francophones membres et leur permettre d'accéder à des programmes de subvention quand c'était possible. Alors, j'ai fait ce lien-là pendant presque une dizaine d'années. Et vous avez été aussi enseignante? J'ai eu une première carrière. Ma première carrière, c'est effectivement, j'ai une carrière dans l'enseignement. Et ce qui m'a amené, c'est l'enseignement qui m'a amené en Colombie-Britannique. J'ai enseigné 2 ans au début, j'ai participé au début de l'école Victor Brodeur à Victoria, là, à Esquimalt. À ce moment-là, l'école était sur la base militaire. Je peux même vous dire que je pense qu'on nous avait donné le rang de capitaine pour pouvoir rentrer sur la base et aussi aller aux messes des officiers. Alors mais c'était le début et c'est suite, pourquoi ça? C'est que il y avait eu la promulgation de la loi sur les langues officielles et on savait que les militaires avaient eux aussi accès à l'éducation française quand ils étaient francophones. Donc, ce sont des militaires qui ont exigé d'avoir une école française. Alors, je pense que l'école a dû commencer autour des années début 70-72 à ce moment-là. Alors, j'ai fait ça et c'est là que j'ai rencontré mon mari. C'est ce qui m'a amené en 80 à vivre à Vancouver et à essayer de découvrir, d'avoir du travail. J'avais un jeune bébé et faire de la suppléance, c'était assez difficile. Alors, j'ai vu un poste à la Fédération, on cherchait un agent de développement communautaire. Alors, je me suis dit, je peux faire ça. J'avais déjà fait ça dans le passé à Montréal, avec les chantiers de Montréal, travailler en milieu communautaire. Donc, j'ai eu le poste et c'est comme ça que ça a été mon apprentissage, si vous voulez, dans la francophonie de la Colombie-Britannique et ce qui m'a permis de connaître l'ensemble des communautés. Je me suis promenée partout, je suis allée dans toutes les associations. Depuis les années 80, j'ai pu, moi, je pense que je suis peut-être une des seules, là, j'en connais pas d'autres, qui a pu vraiment pendant près de 30 ans se promener à travers la province et bien connaître en allant sur les lieux, que ce soit Nanaimo, que ce soit Prince-Georges ou Powell River, Campbell River, Kamloops, etc., même Nelson. Alors de vraiment d'être sur place et de comprendre la réalité des francophones. Alors ça, c'est ce qui m'a permis là, c'est ma venue là, et ma formation d'enseignante qui m'a permis ce long parcours dans la francophonie on ne dit pas franco-colombienne, on dit britanno-colombienne, mais... Pouvez-vous nous parler un peu de la Fédération? Depuis quand existe-t-elle? La Fédération, elle est née en 1945, un 24 juin. On est après la guerre, et puis la Deuxième Guerre mondiale, je dis bien. Et il existait des communautés francophones en Colombie. On sait, si on connaît un peu l'histoire, là, que depuis 1793, avec Mackenzie, les gens qui pagaillaient dans le canot, on sait, on connaît leur nom, ce sont des francophones. Et avec la venue des Européens, les grands voyageurs, ils venaient de l'Est.
Hein? Ils venaient du Québec, etc. Donc, ces gens-là, c'était nos voyageurs. Il n'y avait pas de train. Alors, on y allait en canot. Ils faisaient la traite des fourrures, le marchandage. Ils travaillaient pour la compagnie de la baie du Thon. Alors, eux sont arrivés. Il y a des francophones. On sait même qu'en 1860, plus de 60% de la population parlait français. Je dis d'origine européenne. Là, hein? Bon. Alors, on ne parle pas des Autochtones à ce moment-là. Alors, c'est quand même pas rien. 1860, c'est pas très loin de nous, ça. Hein? Bon. Alors, donc, il y a des postes qui s'installent. Alors, je sais que 9 cercles, à ce moment-là, on parlait de cercles canadiens-français. Il en reste un d'ailleurs à Prince-Georges. Il y a toujours le Cercle des Canadiens français de Prince-Georges, que vous connaissez peut-être. Donc, ces gens-là se réunissent et disent, c'est très bien de parler français, c'est très bien d'avoir des activités, de célébrer la Saint-Jean-Baptiste, etc., mais il faudrait avoir accès à de l'éducation française, vraiment d'une façon plus structurée. Donc, on décide de créer une fédération qui s'appelle à l'époque la Fédération canadienne-française. Il y a peut-être un mot catholique là-dedans aussi, de la Colombie-Britannique. Alors, et le mandat, c'est vraiment d'essayer de trouver des moyens d'avoir accès à plus d'éducation, à plus d'activités culturelles, mais à travers des institutions. Donc, c'est comme ça a été créé à Victoria, un 24 juin. Certaines personnes, on parle de la famille Thérien, eux sont nommés souvent parce qu'ils étaient très engagés à Victoria. Alors, ils ont fait venir des gens d'un peu partout. Il y a eu aussi des célébrations de la Fédération à New Westminster. Et sur Vancouver, il y avait Maillardville. N'oublions pas Maillardville. Alors, déjà, on commence à penser, on a besoin de plus d'éducation en français si on veut. Les gens étaient visionnaires. Si on veut avoir une communauté forte, sinon les gens s'assimilent. Hein? Le niveau d'assimilation en Colombie est quand même un des plus élevés au pays pour les francophones. Et à partir de quand est-ce que vous êtes impliqué dans la fédération? Le début des années 80. Je m'installe à Vancouver et puis comme il n'y a pas d'école française, il n'y a pas de conseil scolaire, c'est le début de l'immersion. J'arrive pas à me trouver du travail. Ma fille est très jeune, donc c'est très compliqué de faire de la suppléance. Et bon. Donc, je vois l'ouverture d'un poste à la Fédération. On cherchait des gens qui travaillaient avec le milieu communautaire parce qu'on travaille à ce moment-là à développer un plan de développement global pour la communauté, à consulter la communauté. Alors, la Fédération, dans sa mission, c'est ça aussi, c'est de dire, OK, on a besoin d'un plan. Pourquoi? Parce que si on veut avoir accès à plus de services, on doit savoir ce que les francophones veulent. Et à ce moment-là, ils s'appelaient des Canadiens français. Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, la fédération, c'est l'outil, si vous voulez, qui permet de mettre en place les processus, les structures, comment on fait une recette, si vous voulez, de gâteau, là. Qu'est-ce qu'ils voulaient les francophones à cette époque-là? À cette époque-là, on s'articule autour de l'accession à l'éducation en français, mais d'un conseil scolaire. Parce qu'il y a eu la loi sur les langues officielles et on sait que, et la charte de 82, qui donne accès aux francophones du pays à de l'éducation en français. Donc, on s'affaire à ça. La Fédération reçoit le mandat. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle participe et facilite la création d'un comité d'éducation qui verra ensuite la création de l'Association des parents francophones, que certains connaissent, qui s'est transformée en fédération, qui, elle, a poursuivi le travail d'aller chercher le conseil scolaire qu'on connaît. Puis là, on arrive en 1995. Donc, vous voyez, c'est quand même 15 ans de travail. Et pouvez-vous nous en parler un peu? Parce que je sais qu'il y a eu des conséquences juridiques. Enfin, il s'est passé pas mal de choses quand même dans ces 15 années. Moi, ce que j'en retiens comme directrice, c'est que la Fédération a appuyé à plusieurs égards la Fédération des parents qui a dû effectivement aller en cours pour obtenir ses droits, faire reconnaître. Et on disait, il fallait faire reconnaître que l'accessibilité à l'éducation passait par la gestion de nos écoles.
la gestion de notre conseil scolaire. Et quand on lit l'article 23 de la charte, c'est pas écrit comme ça. Donc, il fallait aller en cours pour faire interpréter ces articles-là. L'accès à l'éducation passe par la gestion de nos écoles. Pourquoi? Parce que on a commencé, au début des années 80, on avait des classes à l'intérieur d'un système anglophone. À Vancouver, il y avait 2-3 classes qui étaient gérées par le conseil scolaire de Vancouver, le Vancouver School Board. À Victoria, la même chose. Alors, partout, et à l'époque, il y avait peut-être plus d'une 50aine de conseils scolaires de School Board. Donc, il fallait que les parents aillent à chaque endroit, à chaque fois qu'il y avait 15 élèves, etc., dire, bon, ben nous, on voudrait avoir accès à de l'éducation. Ça prenait un temps fou, etc. L'interprétation de la charte, on l'a vu à travers le pays, était beaucoup plus large. On disait, ça voulait dire que, oui, l'accès à l'éducation, ça voulait dire l'accès à des écoles. L'accès à des écoles, ça nous prend un conseil scolaire. Donc, c'est pour ça que, comme le gouvernement provincial avait une compréhension assez restrictive de cet article-là, il a fallu aller faire jurisprudence sur l'article 23. Et c'est comme ça qu'on a pu aboutir à avoir un conseil scolaire qui nous est arrivé en 1995. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il y a un conseil scolaire et si on veut des services en français, on n'a plus à s'adresser à des conseils à Vancouver, par exemple. On s'adresse au conseil scolaire francophone. Est-ce que le fait d'être maman, ça fait partie de votre motivation de faire avancer ce dossier-là? Tout à fait. Moi, je suis arrivée à Vancouver en étant... j'arrive du Québec, on parle de séparation. 76, on voit l'année de l'arrivée du Parti québécois au pouvoir au Québec. Mais par contre, la loi, elle est là pour dire que si on est francophone, si on est parlant français, on a droit à 2 choses. L'accès à l'éducation de première à 12, première année à la 12e année, et avoir accès à un procès en français si on est accusé au criminel. Ce sont les 2 seuls droits qu'on a comme Canadiens partout sur le territoire. Donc, moi qui étais un peu politisée, qui connaissais ça, et surtout j'avais un enfant jeune, je suis mariée à un anglophone, et il n'y a pas beaucoup de services, donc c'est sûr que ça m'a vraiment interpellée de dire je vais joindre du mieux que je peux là, et profiter à ce moment-là de classe. Mais très vite, on a eu Anne Hébert, l'école Anne Hébert à Vancouver, et là on a eu une pleine école, on parle de la fin des années 80. Mais on n'avait pas encore le conseil scolaire à ce moment-là, donc il fallait négocier toujours avec le Vancouver School Board. Et ça, donc, ça a été un démarrage. Je trouvais qu'on avait... C'est la loi, il faut que le gouvernement de la Colombie-Britannique observe cette loi-là du pays. Alors, il fallait les convaincre, donc il fallait s'impliquer. Je ne pouvais pas laisser les autres faire ça. Et aussi, mes parents étaient tous au Québec et je tenais à ce que mes filles, là, j'en ai eu une deuxième, puissent parler français quand elles s'adressaient à leurs cousins ou leurs tantes ou à mes grands-parents. Alors, ça a été une bataille, mais aussi un beau défi, je dirais. Un défi que vous avez gagné? J'ai gagné parce que mes 2 filles parlent français. Alors, elles ne travaillent pas en français, elles vivent à Vancouver, mais elles parlent français. Et à ce moment-là, parce que je ne suis pas certaine de comprendre vraiment la différence entre le travail de la Fédération et le travail de la Fédération des francophones et le travail de la Fédération des parents. Quel était le rôle spécifique de la Fédération francophone pour appuyer la Fédération des parents? Je disais plutôt, on a aidé à la création de l'Association des parents pour avoir un lobby qui fasse justement ce travail sur le terrain de parents qui désiraient envoyer les enfants à l'école française et aussi de commencer les grandes revendications au niveau du gouvernement provincial. Donc ça, la Fédé, dans sa mission, elle est là pour promouvoir les services en français. Donc, on a appuyé, en tant que fédération, les travaux de la Fédération des parents. La Fédération des parents, c'est aller chercher, revendiquer, regrouper les parents francophones autour de l'école, autour de l'institut qui est le conseil scolaire. Alors, c'est assez ciblé, ça. Et à quoi ça ressemble, votre appui? C'est un appui avec de l'argent, avec
des connaissances politiques ou qu'est-ce que vous Ça a été faisiez? ça a été surtout, la Fédération ne donne pas de subvention, là, mais ça a été surtout aider la Fédération des parents à faire connaître leur message. Aider aussi à... Je me rappelle, il a fallu, à un moment donné, un recensement des francophones pour établir le premier conseil scolaire. Alors, on a travaillé avec eux pour identifier les francophones. Ça a été aussi appuyé dans les revendications plus juridiques. Alors, souvent, la Fédération des parents prenait un avocat, mettait les choses en œuvre, mais ce qu'il fallait faire aussi, c'est avoir des témoins. Puis, est-ce que c'est vrai? Parce que là, on parle de loi, là, et le gouvernement provincial disait, est-ce que c'est vrai qu'il y a tant de francophones? Il fallait prouver plein de choses. Donc, la Fédération était là pour appuyer une fédération qui avait plus d'une trentaine de membres, qui regroupait quand même plusieurs francophones qui pouvaient témoigner de cette présence francophone en Colombie-Britannique. Alors, c'était ça beaucoup le travail que la Fédération a fait auprès de la Fédération des parents. Puis je sais aussi que vous avez un mandat culturel avec la Fédération. Pouvez-vous nous en parler un peu? Bien, pendant ce temps-là aussi, regrouper, offrir des services, etc. Alors, il n'y avait pas vraiment la Fédération, à l'époque, avait le secteur culturel sous sa bannière. Donc, avec la venue de plus en plus d'associations francophones, la plupart des associations francophones ont des activités dites culturelles. Donc, on a demandé à la Fédération de créer un organisme provincial. Donc, c'est comme ça qu'on a pu aider à créer le Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie. Mais en amont, il y avait des projets qui se passaient comme des festivals. C'est la Fédération qui les faisait. La première Pacifête, une grande rencontre de francophones autour du dossier culturel. C'était une Pacifête dans les années 80. C'est la Fédé qui l'a organisée parce qu'il n'y avait pas... elle avait quand même le mandat du dossier culturel. Il n'y avait pas d'association culturelle à cette époque-là. Mais après, Pacifique en chanson, un grand projet avec Radio-Canada, la Fédération a été le premier organisme à organiser cette rencontre-là. Maintenant, le Conseil culturel s'en charge. Alors, une fois que les mandats ont été passés à d'autres organismes, on se retire et on travaille sur autre chose. Après, on a travaillé pour créer Réseau Santé. Après, on a travaillé pour le dossier olympique, par exemple. Tout le temps avec la mission de dire, on supporte les francophones, on les regroupe sur un sujet de l'heure. Alors, quand il a fallu négocier pour des services en français, c'est la Fédération, à cause de son rôle de relations plus politiques, de représentants politiques, la Fédération a été amenée à faire des représentations auprès de ministres, auprès du gouvernement provincial, etc. Et vous me disiez tout à l'heure que même ça a amené à la création d'un bureau des affaires francophones tout à fait. En Colombie-Britannique. Oui. Alors ça, c'est peut-être une des grandes victoires de la Fédération. Et moi, j'en suis très fière parce que je l'ai menée, ça, en tant que directrice. Ça nous a pris 9 ans à faire reconnaître par notre gouvernement provincial une entente fédérale provinciale sur les services en français. Ça existait partout, mais la Fédération, c'est-à-dire le gouvernement provincial, ne voulait pas s'en prévaloir. Alors, il a fallu convaincre les députés, et on a fini par convaincre M. le Premier ministre de l'époque, qui était Uzal Dosanjh, à accepter d'entrer en négociation avec le gouvernement fédéral sur ces ententes-là. Puis ces ententes-là, ce sont des ententes financières aussi. C'est là pour aider un gouvernement provincial à mieux desservir sa communauté. Ça, c'est arrivé au cours des années 2000. Et ce programme-là, il existait depuis le début, la venue des langues officielles et tout. Là. Alors, on aurait pu s'en prévaloir avant. Mais quand même, on est content, ça existe depuis 2000. Donc, il y a un bureau des affaires francophones à Victoria avec des fonctionnaires qui doivent examiner l'évolution, connaître la communauté francophone. Alors, c'est un pied, ça, dans l'appareil gouvernemental provincial, très important. Donc, le bureau, en fait, c'est comme un ministère.
Ben, c'est-à-dire, c'est sous le ministère des Affaires intergouvernementales, mais c'est un programme, c'est un département, je dirais. Hein. Souvent, c'est le ministère des Affaires intergouvernementales qui s'en occupe. Et souvent, le ministre de ce programme-là, ça a été, je me rappelle, ça a même été des fois le premier ministre qui s'occupait effectivement là, du programme et de la mise en œuvre et aussi des négociations pour améliorer les services. Alors, vous avez des belles victoires en éducation, en politique, au niveau culturel. Est-ce qu'il y a d'autres domaines auxquels vous touchez avec la Fédération? Bien, il y a un domaine qu'on a touché, puis je pense que c'est très important, ça aussi, c'est une belle victoire. C'est qu'une fois que la communauté, avec la Fédération des parents, ont obtenu le conseil scolaire, là, on avait un peu le droit et aussi la possibilité d'aller témoigner auprès des universités pour dire, écoutez, puis du collège, des universités, là, pas du collège, mais de l'organisation des universités, pour dire, maintenant, nous allons avoir des finissants. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir accès aux études universitaires? Alors, ça aussi, ça a pris 7-8 ans avant d'y arriver. Mais maintenant, à Simon Fraser, on a le Bureau des affaires francophones et francophiles et il y a une offre au niveau universitaire de 3, je pense maintenant, là, au moins de 3 programmes. La formation des enseignants, il y a une maîtrise, il y a une formation en leadership, il y a une formation au niveau d'un diplôme ou d'un bac en administration publique. Donc, c'est un accès pour nos finissants en éducation française. Ça a été vraiment, on est allé chercher ça à l'arraché, on dirait, parce que c'était un long travail pour convaincre les gens, faire des études de faisabilité. Puis aussi, l'université a accepté d'aller faire ensuite les démarches auprès du gouvernement fédéral pour avoir accès à des fonds. Parce que c'est encore une fois des ententes fédérales provinciales en éducation. C'est énorme les transferts qui se passent d'une province à l'autre, du fédéral à la Colombie-Britannique pour l'éducation en français. Alors, on est très content qu'une institution comme Simon Fraser ait accepté ce défi. Parce que pénétrer l'université, c'est quand même... c'est pas rien, mais ça, je pense que la communauté a bien réussi, puis il y a des partenaires extraordinaires avec cette université. Puis ça aussi, ça a permis, dans d'autres universités qu'on connaît, comme on parle de UBC ou même de Victoria, de penser à des possibilités d'offres de services en français Alors, c'est très important. Parce qu'on avait déjà, justement, à UBC, à l'Université de Victoria, des départements de français. Tout à fait. Mais c'est pas la même chose parce que c'est des départements d'études littéraires et d'études linguistiques, alors que là, on parle vraiment d'études en administration, mais dans la langue française. Tout à fait. Donc, c'est une autre... Tout à fait. C'est une autre porte qui s'ouvre. Quels sont les enjeux importants de la Fédération en 2016? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Ben, on se rend compte que des années 80 à je dirais, peut-être 2005, là, ce millénaire-là, c'était vraiment de créer des institutions. Des organismes qui sont représentatifs, on pense à la culture, on pense à l'éducation, etc. Il y a aussi un réseau santé. On a créé plein de trucs que nous n'avions pas. Des institutions, des structures. Maintenant, 3e millénaire, il faut conserver ces choses-là. Alors, il faut s'assurer que les gens qui travaillent soient bien formés, qu'ils aient accès à des ressources financières pour pouvoir travailler, parce que être un professionnel dans un milieu, dans une société comme la Fédération ou comme la Société francophone de Victoria, il faut quand même connaître des choses. Il faut connaître l'administration, mais il faut connaître les relations publiques, il faut connaître la communication, il faut connaître la gestion, il faut savoir travailler avec un conseil d'administration, on appelle ça la gouvernance. Donc, il faut comprendre ça, il faut comprendre la structure. Il y a des lois qui régissent ces sociétés-là. Alors, il faut comprendre les statuts, les règlements, etc., etc. Donc, aujourd'hui, puis pour les prochaines années, c'est de consolider toutes ces sociétés-là.
Les institutions comme le conseil scolaire ont de la formation, c'est inscrit, si vous voulez, dans la loi là, qui les a créées. Simon Fraser, c'est la même chose. Mais nos sociétés, ce sont des bénévoles qui les gèrent. Alors, il faut avoir des bénévoles professionnels, qui sont bien informés, etc. Et ça, c'est pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup, on est quand même une petite communauté, on est sur un grand territoire, même si on est à l'ère des communications rapides, on connaît pas très bien la Fédé, on connaît pas très bien les associations, ou on connaît pas très bien la Fédération des parents. Une fois si on n'a plus d'enfants à l'école, et on n'est pas vraiment branché sur notre société ou notre association locale pour des activités culturelles, puis qu'on n'écoute pas Radio-Canada, ben écoutez, on se dit, on est dans une merde anglophone, puis il n'y a pas de communauté ici. Alors, c'est notre gros défi de continuer, parce que je pense qu'on a bâti beaucoup, mais de faire connaître nos acquis, etc. Et puis de trouver des gens qui ont la dévotion, parce que c'est énormément de travail aussi, comme pour les bénévoles, de trouver ce temps et de vouloir consacrer, continuer le travail qui est entrepris. Oui, c'est le gros défi. Comme je disais plus tôt, on n'est pas beaucoup. Parce que quelqu'un me disait, un chercheur disait que pour une communauté, à peine 1% de sa communauté s'implique dans quoi que ce soit. Alors, maintenant, les gens travaillent beaucoup. Donc, s'il y en a 5 à 10% qui s'impliquent dans notre communauté, c'est quand même pas énorme. Donc, on a quoi, une trentaine d'associations, 7 à 8 personnes, on faisait le compte tantôt, c'est peut-être 300 personnes. Et si on rejoint des gens, on rejoint 5000 personnes sur 300 000 de gens qui sont impliqués, là. Alors, c'est à l'intérieur de ces 5 000-là qu'il faut trouver des gestionnaires, puis qu'il faut trouver aussi des professionnels pour gérer les sociétés comme Victoria ou l'Assemblée des aînés, etc. Donc, c'est un défi. Mais il y a des choses qui ont été faites. Les gens, quand ils rentrent dans les institutions, j'espère, ils vont lire ce qu'il y a sur les tablettes, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et pour terminer, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier aujourd'hui? Moi, je pense que j'ai été moteur dans la création et le développement de ces structures-là. Il faut être bâtisseur. Je pense que j'ai beaucoup aimé participer à la création des institutions. Cette fichue entente avec la province, convaincre le gouvernement, ça nous a pris presque 10 ans. Aller les convaincre qu'ils pouvaient aller chercher une entente, c'est pas rien, ça. Ça a été du travail de longue durée, et maintenant, nous avons cette entente-là. Les gens peuvent aller au gouvernement provincial et avoir accès à des services à l'intérieur de ce programme-là. C'est pas la panacée universelle, mais c'est quand même là, ça n'existait pas. Et les gens ne savent pas que la Fédération a fait ce travail sur le long terme. La même chose pour l'université, ça a pris une dizaine d'années de convaincre des gens, de dire ça nous prendrait l'accès à l'universitaire. Alors ça, je suis assez contente, assez fière d'avoir pu participer à ça et avoir fait travailler des gens pour qu'on y arrive, parce que c'était ça, moi, mon défi. Lisa, elle a été directrice de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, mais elle a aussi travaillé à l'école Brodeur à ses débuts. Elle a été à l'école Brodeur de 1976 à 1978. Et j'aimerais, Lisa, que vous nous racontiez un peu à quoi ça ressemblait l'école Brodeur à cette époque-là. Pour moi, ça a été un grand choc parce que j'arrivais de Montréal et j'allais à Brodeur, qui était sur la base militaire à Esquimalt. Il fallait passer les guérites avec les militaires là, qui faisaient la garde avec les armes et tout. À tous les matins. Tous les matins. Et les élèves aussi? Les élèves aussi. Et je pense que certains devaient peut-être habiter sur la base où il y avait les familles, mais certains habitaient Victoria. Donc, ils arrivaient en bus, en autobus scolaire.
ou déposés par les parents. Là. C'était la petite école rouge. Alors, je ne sais pas si ce bâtiment-là existe encore. Je sais que Brodeur a quitté la base militaire, la base navale, pardon, pour s'en aller au lieu là, où vit. Sur la rue Head en ce moment. La rue Head, bon. Alors, moi, je suis arrivée, comme je vous dis, grand choc, parce que on nous donne le rang de capitaine pour nous permettre une meilleure circulation, je pense, et nous avions accès aux messes des officiers. Donc, tous les professeurs étaient capitaines. Je pense que oui, parce que il fallait avoir accès à un rang pour aller aux messes des officiers. On nous a permis. Comment ça s'est passé, je ne sais pas, mais je sais qu'on avait accès et ma directrice de l'époque, Mme Johansson, nous avait dit on nous donne le rang de capitaine, donc le rang d'un officier, pour être capable d'y aller. D'aller à ce mess-là, où un mess d'officier, pour ceux qui ne sauraient pas, ben c'est un endroit où on peut se sustenter, on peut boire, on peut manger, c'est très agréable, on peut lire, bon, c'est comme un club privé, si vous voulez, mais avec les gens. Alors, donc, c'est là que j'ai commencé. J'ai poursuivi ma carrière d'enseignante. J'ai enseigné à peu près une dizaine d'années en tout, mais j'enseignais à des gens beaucoup plus âgés. Mais arrivé à Brodeur, on me demande d'enseigner je crois, la 4e à la 7e année, la première année, où on développe les cours de français. Alors, j'enseigne le français, l'histoire, géo, sciences humaines à l'époque, comme ça. Et il y a une personne qui enseigne le français. On n'a pas beaucoup d'étudiants, mais il reste qu'il fallait quand même préparer 4e français, 5e en français, qu'est-ce qu'on enseignait, etc. Est-ce qu'ils étaient tous dans la même classe? Moi, je pense que j'avais 6-7 ensemble. Et je me déplaçais pour 4-5. Là. Et c'est tout petit, l'école Brodeur. Hein? La petite maison rouge, c'est tout petit. Et l'année où j'étais, on a donné la dénomination de l'école officiellement, l'école Victor Brodeur de Et c'était combien d'étudiants à peu près dans une classe? Ben, moi, je pense que j'étais titulaire de 6-7, là, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est ça. Je devais avoir entre 15 et 20 étudiants. Mais il reste que le nombre, on dit, ben, ils n'avaient pas beaucoup d'étudiants, mais il reste qu'il fallait que je fasse la formation, que je fasse la préparation scolaire pour comme si j'en avais 30, là, c'est pas grave. Je pense que j'aurais aimé avoir juste un niveau. Puis aussi, j'avais 4-5. J'allais m'occuper de la 4e et la 5e année. Donc, ça, c'était ma première année. Intéressante parce que ça m'a permis aussi de découvrir Victoria et de connaître la communauté francophone. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait des francophones dans la région de Victoria, très actifs. Il y avait une historique, il y avait... on célébrait la Saint-Jean-Baptiste, donc il y avait un lien entre l'école et la communauté francophone de Victoria. Alors, j'ai pu j'ai assisté à une Saint-Jean-Baptiste avec eux. Je pense que c'était la première année. Et est-ce qu'à l'école, c'était que des enfants de militaires? Que des enfants de militaires, des militaires francophones. Peut-être mariés à un Anglais, mais ou à une anglophone, mais les parents, les officiers, les soldats qui étaient là avec leur famille, avaient droit à cette école-là, et c'est comme ça que ça avait commencé là, au début des années 70, de rendre accessible l'éducation dans leur langue. Donc, j'imagine que c'est une école quand même assez québécoise dans sa population, puis dans sa vision aussi. Ben, les gens que j'avais, c'était... il y avait des Acadiens aussi. C'est une base navale, hein? Donc des gens de l'Est, oui, c'est vrai. Mais les officiers, des gens de l'Ontario aussi. Mais c'est sûr que, rendu à ce niveau-là, il n'y avait pas beaucoup de Canadiens français, là. Alors, ils ont dû travailler fort, eux aussi, pour avoir accès à l'éducation. Mais, une fois que l'école a commencé, je veux dire, Brodeur est devenu ce qui est devenu Brodeur aujourd'hui, là, la grande école, et ça a été passé au conseil scolaire de Victoria.
Parce que dans une ville, le département de la Défense nationale, quand ils sont dans une ville ou dans une région où il y a l'éducation, pour nous c'était le français, ils ne vont pas se charger de développer une école. Ils vont faire des ententes avec la commission scolaire du coin pour que les enfants des militaires aient accès à l'éducation. Donc, quand c'est devenu gros, mais aussi c'est quand le conseil, un petit peu avant le conseil scolaire, le département de la Défense nationale a donné, si vous voulez, l'école Brodeur au Victoria School Board. Et est-ce que vous avez vu le fait que l'école soit sur une base militaire, est-ce que les codes d'habillement, les codes de conduite étaient différents ou c'était vraiment comme une école, comme une autre école? C'était vraiment comme une autre école. On ne pouvait pas sentir peut-être le seul temps, c'est quand ils avaient les fameuses... comment ils appelaient ça? Donc, ils faisaient des exercices guerriers. Alors là, on voyait les militaires tourner, on pouvait les voir, là, habillés en soldats ou habillés en camouflage. Et puis, bon, ça, c'est sûr que les étudiants adoraient ça. Là, vous pouvez voir. Bon. Et c'était aussi des enfants militaires. Alors, c'était peut-être le seul événement. L'autre, c'était qu'on avait accès quand même à des autobus. Je pouvais amener mes étudiants au musée de Victoria, au Royal Museum, ou même il y avait un parc là, pas très loin, à Goldstream. Bon, alors j'ai trouvé ce coin-là, j'ai adoré Victoria parce que c'était vraiment très riche au niveau de la culture, là, je veux dire, c'est-à-dire pas de la culture, mais des paysages. La ville était très belle et puis il n'y avait pas beaucoup d'hiver. Alors, moi, venant de Montréal, donc c'était vraiment, mais énormément à l'époque de très belles collaborations avec les gens de la base. On nous invitait souvent, on nous invitait sur les bateaux quand il y avait des cocktails, des grandes visites. Souvent, on voulait avoir notre présence. On pouvait refuser, mais on était quand même bien choyés de ce côté-là. Alors, ça a été pour moi un apprentissage de ce que pouvait être de l'extérieur une vie de militaire, comprendre la hiérarchie, etc. Comment... Vous me racontiez tout à l'heure que une de vos collègues était mariée avec un lieutenant. Tout à fait. Ma collègue était mariée avec un militaire qui avait le rang de sergent. Alors, quand nous étions invités, soit sur le bateau ou soit sur... il y a une grande fête, là, il y en avait peut-être... à tous les mois, il y a toujours une grande activité. On était invités par le commandant de la base. Et puis, moi, je pouvais amener un ami, parce que c'était un civil. Mais elle, comme son mari était militaire, elle ne pouvait pas participer. Alors, c'est là qu'on s'est mis à comprendre un peu la hiérarchie militaire et les gradés et qu'est-ce que ça voulait dire être un simple soldat, être un sergent ou être un lieutenant et etc. Alors, c'est vraiment la hiérarchie. Donc là, la hiérarchie ne se mélange pas. Non, pas du tout. Il y a vraiment des événements pour les gradés, pour d'autres événements pour les autres. Ils avaient leur propre messe, eux. Le messe des sergents ou le messe des simples soldats. Là. Et quand vous dites la messe, est-ce que c'est comme la messe? Le messe. Ah, c'est le mot anglais. Non, on appelle ça le messe des officiers. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est leur club privé, si vous voulez. Ok, moi je pensais vraiment que c'était comme la messe. Oh non, excuse-moi. C'est le messe des officiers. D'accord. Et avez-vous senti à cette époque-là comment ça se passait les relations entre anglophones et francophones sur la base? Ben moi, je n'ai pas tellement vécu parce que je pense comme on avait le rang de capitaine. Donc, je pense que ça jouait. On avait quand même été bien reçus. Mais je pense qu'être un militaire à l'époque, ou peut-être même aujourd'hui, le fait d'être un francophone, je pense qu'il faut, d'abord, il faut apprendre l'anglais, parce qu'on se déplace, ça c'est une chose. Est-ce qu'il y a une facilité de monter en grade? Je pense que c'est comme dans beaucoup d'endroits, là, où si on est une femme, un Canadien français, c'était... Sur papier, il n'y a pas vraiment de discrimination, mais je pense qu'il y a des gens, j'ai eu des témoignages de gens qui
On dit, oui, on a subi une certaine discrimination parce que nous étions francophones, ou québécois, ou acadiens, ou je sais pas, là, ça existe partout, ça. Et si vous connaissez la vie de ce qui se passe en ce moment avec les forces militaires canadiennes, je veux dire, on a appris que, il y avait de la discrimination encore beaucoup contre les gens qui sont homosexuels, contre les femmes, etc. Donc, je peux m'imaginer qu'il y a, dans les années 70, il devait y avoir de la discrimination. Particulièrement pas si longtemps après la crise d'octobre. Il y a eu la crise d'octobre, puis n'oubliez pas qu'en 1976, le Parti québécois est rentré au pouvoir. Donc, déjà, on disait, vous êtes... Moi, je me suis fait dire, you should go home, parce que, les gens me disaient, vous venez d'où? Puis je disais, puis j'avais un accent comme ça. Je viens du Québec, je viens de Montréal, etc. You should go home, you don't have to do... Alors, je dis, vous voulez que j'aille, c'est mon pays, le Canada. Alors ça, on se le faisait dire. Ça n'existe plus maintenant, je pense. Mais je sais qu'à l'époque, je me suis fait dire souvent de retourner chez nous. Et avec les enfants, avez-vous remarqué, parce que moi j'ai une fille qui est à l'école, et je trouve que les enfants aujourd'hui, en 2016, sont les enfants que moi je connais, j'en connais quand même plusieurs, sont très fiers d'être bilingues, de parler français. C'est comme un plus. Et j'ai pas l'impression que ça a toujours été le cas. Si on parle de Brodeur, c'est quand même un microclimat. C'est un microcosme, et c'est quand même... ça a été bien monté, une belle progression, mais aussi un nombre intéressant de jeunes qui sont dans une école et pas mêlés à une école anglaise. C'est ça qu'il faut penser. Ils étaient toujours... On est dans une école où ça parle français. Tandis que dans les autres écoles de la province, comme je pense à mes filles qui allaient à Kitsilano, c'était l'école de Vancouver, où il y avait 3 niveaux. On enseignait l'immersion, on enseignait le français programme cadre, puis aussi on enseignait l'anglais. Alors, on est quand même dans une grosse école secondaire de plus de 1000 élèves, et les francophones ne sont pas beaucoup, là, ils sont peut-être à peine 25-30. Donc, ils sont perdus. Est-ce qu'on a la même fierté? Je pense qu'il y a des parents qui peuvent vous dire, écoutez, il a fallu quand même travailler fort. Moi, les gens me disaient, je ne sais pas comment tu fais, toi, mais moi, mes enfants ne veulent pas parler français, c'est difficile, je dois les reprendre, etc. Et je disais tout le temps, puis en plus, moi, je suis mariée à un anglophone. Alors, il faut avoir... J'ai été chanceuse parce que mon mari était très ouvert. Mes filles aussi, mais je n'ai jamais vraiment disputé mes filles. Des fois, comme parents, on veut trop, là. Et puis, il arrivait de l'école, puis il me parlait anglais, et puis, je leur laissais dire ce qu'il avait à dire, et après, je disais, est-ce que tu peux me dire ça en français? Parce que je pense qu'il est allé à l'école française. Je disais, oui, maman. Alors là, et tout le temps comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mes 2 filles sont quand même très fières, reconnaissent, moi, je parle français, ils connaissent de leurs amis, qui ont peut-être perdu un peu leur français, des gens qu'ils ont rencontrés à l'école, qui connaissent, mais qui, entre eux, ça se parle anglais, parce qu'ils ont perdu la fluidité de la langue. Ils vont comprendre, mais ce côté-là. Et aussi, moi, j'ai travaillé très fort, j'ai amené mes filles dans l'Est, je leur ai fait faire des activités en français, et puis, elles ont vécu à Montréal une année. J'ai mon aîné qui est allé à l'Université d'Ottawa, qui a vécu à Montréal une dizaine d'années. Donc, son français est quand même assez très coulant. Donc, et oui, une grande fierté de dire, maintenant, on peut parler cette langue-là. Ça, c'est quelque chose que je suis très contente parce qu'on ne sait pas quand on est des parents comment ça va arriver, mais je suis très, très contente que mes filles aient accepté la langue française. Le résultat est là. Oui. Et pour terminer, est-ce que vous pensez que ces 2 années dans ces débuts de petite école à Brodeur vous ont lancé vers les 20 prochaines, les 20 années que vous avez passées à la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, vous vous êtes beaucoup battu pour l'éducation. Est-ce que le fait d'avoir été à l'intérieur d'une école, d'avoir été enseignante dans une école, d'avoir vu les enfants, vous a donné comme des outils puis une motivation pour aller vous battre au niveau politique et au niveau beaucoup plus haut
Ben, c'est sûr que ça a influencé mon parcours. Ça, c'est évident, parce que quand je suis arrivée à Vancouver, je le disais plus tôt, il n'y avait rien. Ma fille avait à peine 1 an. Donc, je me suis dit, ben, il doit y avoir des choses, parce que j'avais découvert ça à Victoria. Alors, j'ai essayé d'identifier où était le centre culturel. Je savais qu'il y en avait un ici. Là, après ça, j'ai découvert qu'il y avait une troupe de théâtre. Donc, tranquillement, j'ai gravité autour de ces 2 sociétés-là. Puis après, ben, je cherchais du travail en anglais, en français, et puis j'ai vu que la fédération cherchait. Alors, c'est comme ça que petit à petit, oui, parce que le français m'intéressait et je voulais aller voir comment on pouvait arriver. Et c'est vrai qu'en arrivant à la fédération, ça, j'ai découvert ça à cause de la mission de la fédération qui était de faire la promotion du français, mais aussi de faire des activités un peu plus politiques, de lobbying ou de représentation gouvernementale. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai pu affiner mon côté plus politique, de personne qui est plus politique. Mais c'est sûr que j'avais ça. J'étais impliquée au niveau politique avant, donc en tant que citoyenne, j'avais été interpellée par ça très jeune. Donc, mais le parcours et surtout la venue ou mon passage, si vous voulez, à Victor Brodeur, ça a été l'étincelle, si vous voulez. Ça, probablement. Je pense que vous allez être d'accord que l'école, autant pour les enfants que pour les parents, pour les adultes, pour les enseignants, c'est formateur pour tout le monde. Oui. Et c'est vraiment l'école et l'Église, dans plusieurs communautés, sont vraiment les centres importants d'une communauté, d'une culture et d'une langue. Et oui, je pense que vous êtes l'exemple que c'est aussi formateur pour les adultes tout à fait. Que pour les enfants. Oui. Merci, Isotte Friolet. Je vous en prie. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.